Bienvenue, chers auditeurs, où que vous soyez en ce moment, que vous écoutiez cette histoire confortablement installée dans votre lit à Paris, blotti, sous une couverture, à Montréal, ou peut-être en conduisant dans les rues illuminées de Bruxelles. Cette énigme de Miss Marple vous transportera dans le paisible village de St. Mary Mead. Peut-être êtes-vous en train d'écouter depuis votre salon à Lyon, avec une tasse de thé fumante à vos côtés, ou depuis votre chambre à Genève, alors que la nuit tombe doucement sur le lac, où que vous soyez, que ce soit à Marseille, à Toulouse, ou même dans un petit village de campagne. Laissez vos soucis quotidiens s'évanouir pour quelques instants. Cette histoire commence par une journée ordinaire, qui allait devenir extraordinaire. Miss Jane Marple, la célèbre détective amateur de St. Mary Mead, ne se doutait pas qu'elle allait faire face à l'un des cas les plus personnels et troublants de sa longue carrière. Une gouvernante mystérieuse, un secret de famille et une série d'événements inexplicables vont secouer la tranquillité du village. Alors, que vous écoutiez ceci depuis Québec ou Nice, depuis votre voiture ou votre chambre, installez-vous confortablement. Laissez la voix de cette narration vous bercer et vous emmener dans un voyage mystérieux à travers les ruelles paisibles de St. Mary Mead, où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît être. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et laissez-vous emporter par cette histoire qui, je l'espère, vous accompagnera doucement vers un sommeil paisible, quel que soit l'endroit d'où vous nous rejoignez ce soir. Et maintenant, commençons notre histoire. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de dentelle du cottage de Miss Marple, projetant des motifs délicats sur le tapis persan usé. C'était un mardi après-midi typique à St. Mary Mead, où le temps semblait s'écouler au rythme tranquille des saisons. Miss Marple était assise dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis qu'elle observait la rue principale du village. Elle remarqua immédiatement la femme étrangère qui descendait du train de Londres à la petite gare. La nouvelle venue portait un manteau gris, élégant, mais légèrement démodé, et transportait une valise en cuir brun qui avait connu des jours meilleurs. Quelque chose dans sa démarche hésitante attira l'attention de Miss Marple, cette façon dont elle s'arrêtait à chaque coin de rue, comme si elle cherchait une adresse précise. La femme devait avoir une quarantaine d'années, estima Miss Marple, avec des cheveux châtains striés de gris, retenus en un chignon strict. Son visage, bien que marqué par l'âge et peut-être par les soucis, conservait des traces d'une beauté passée. Elle portait des lunettes rondes qui lui donnaient un air sévère, mais distingué. Miss Marple reprit son tricot, se disant qu'elle en saurait certainement plus lors de sa prochaine visite chez le boucher ou à la poste. Dans un village comme St. Mary Mead, les nouvelles voyageaient plus vite que le vent d'automne, qui faisait tourbillonner les feuilles mortes dans les ruelles pavées. Mais à sa grande surprise, moins d'une heure plus tard, on frappa à sa porte. Sa fidèle femme de ménage, Mrs. Dorcas, alla ouvrir et revint avec une expression perplexe sur son visage habituellement impassible. « Miss Marple, dit-elle d'une voix incertaine, il y a une dame qui demande à vous voir. Elle dit... Eh bien, elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous dire. » Miss Marple posa son tricot avec soin, lissa sa robe de laine grise et fit un signe de tête à Mrs. Dorcas. « Faites-la entrer, je vous prie. » Son cœur battait un peu plus vite qu'à l'ordinaire, car son instinct, aiguisé par des années d'observation, lui disait que cette visite n'était pas une simple visite de courtoisie. La femme entra dans le salon avec une démarche nerveuse, ses mains gantées serrant fermement son sac à main noir. Elle s'arrêta au milieu de la pièce et regarda Miss Marple avec des yeux qui semblaient osciller entre l'espoir et l'appréhension. « Miss Marple, commença-t-elle d'une voix tremblante, je m'appelle Georgina Hartley et j'ai une révélation qui va peut-être vous choquer. Vous voyez, je crois être votre fille. » Le silence qui suivit cette déclaration extraordinaire sembla s'étirer pendant une éternité. Miss Marple, dont l'expression ne trahissait aucune émotion, invita calmement Mrs. Hartley à s'asseoir. « Je vois, » dit-elle simplement, de cette voix douce mais ferme, qui caractérisait son approche des situations les plus délicates. « C'est une affirmation très sérieuse,
Mrs. Hartley. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Georgina Hartley s'assit au bord du canapé fleuri, son dos raide comme un piquet. Elle accepta le thé d'un hochement de tête, ses doigts jouant nerveusement avec la fermeture de son sac. Miss Marple demanda à Mrs. Dorcas de préparer le thé, puis se tourna vers sa visiteuse avec ce regard pénétrant qui avait démasqué tant de menteurs au fil des années. « Vous comprendrez », commença Miss Marple en reprenant son tricot avec des gestes mesurés, « que ce que vous affirmez est, pour dire les choses gentiment, hautement improbable. Je n'ai jamais eu d'enfant, Mrs. Hartley. Je ne me suis jamais mariée, et bien que je ne sois pas d'une vertu surhumaine, je peux vous assurer que les circonstances de ma vie n'ont jamais permis une telle situation. » Georgina se pencha en avant, ses yeux brillants d'une intensité troublante. « Je ne parle pas d'un enfant biologique, Miss Marple. Je parle d'une adoption, ou plutôt d'un arrangement secret, qui a été conclu il y a plus de 40 ans. Ma mère adoptive, sur son lit de mort, il y a 6 mois, m'a révélé que vous étiez ma mère biologique. » Mrs. Dorcas revint avec le plateau de thé, sentant la tension dans l'air. Elle servit les deux femmes en silence, avant de se retirer discrètement. Miss Marple versa une goutte de lait dans sa tasse et remua lentement, ses pensées clairement en ébullition, derrière son expression sereine. « Votre mère adoptive, » reprit Miss Marple, après une gorgée de thé. « Comment s'appelait-elle » Georgina sortit une enveloppe jaunie de son sac. Elle s'appelait Margaret Hartley, née Benson. Elle était gouvernante dans une grande maison du Surrey, avant mon adoption. Voici la lettre qu'elle m'a laissée. Miss Marple prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait une pièce à conviction dans une affaire criminelle. Elle chaussa ses lunettes de lecture et examina d'abord l'enveloppe elle-même, le papier, l'encre, le cachet postal effacé. Puis, elle déplia la lettre avec soin et commença à lire, son visage demeurant impassible. La lettre était écrite d'une main tremblante, mais lisible. Elle racontait une histoire extraordinaire d'un bébé confié en secret, d'arrangements discrets, conclus dans l'ombre, et d'une promesse solennelle de ne jamais révéler la vérité. Au bas de la lettre, un nom était mentionné, Jane Marple. Miss Marple replia la lettre lentement et la rendit à Georgina, son expression toujours aussi énigmatique qu'un sphinx. La nuit était tombée sur St. Mary Mead, et les lampadaires jetaient des cercles de lumière dorée sur les rues désertes. Miss Marple était restée debout, longtemps, après le départ de Georgina Hartley, assise dans son fauteuil, les yeux fixés sur le feu qui crépitait dans la cheminée. Son esprit analytique passait en revue chaque détail de cette rencontre extraordinaire. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à la bibliothèque du village, où les archives locales étaient conservées. Mrs. Bantry, sa vieille amie, la trouva plongée dans des registres poussiéreux, datant de plus de 40 ans. « Jane, ma chère !» s'exclama Mrs. Bantry. « Que cherches-tu dans ces vieux papiers? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Miss Marple leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, Mrs. Bantry vit une expression troublée sur le visage habituellement serein de son amie. « Dolly, dit-elle doucement, utilisant le surnom familier, puis-je te poser une question délicate? Te souviens-tu de l'année 1885? J'avais environ 25 ans à l'époque. » Mrs. Bantry s'assit lourdement sur une chaise, son visage exprimant la surprise. « 1885. Eh bien, laisse-moi réfléchir. C'était l'année où tu es parti pour Londres pendant plusieurs mois, n'est-ce pas? Tu disais que tu allais soigner ta tante malade. Nous nous sommes tous inquiétés pour toi, car tu ne donnais presque jamais de nouvelles. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Ma tante, Martha, elle vivait à Kensington. Je suis resté chez elle de février à septembre. » Elle marqua une pause, ses doigts tapotant pensivement le registre devant elle. « Dolly, quelque chose de très étrange se passe. Une femme prétend être ma fille, née pendant cette période. » Mrs. Bantry en resta bouche bée, puis se pencha en avant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Jane, c'est impossible. Tu n'as jamais... Enfin, tu sais bien. » Elle rougit légèrement, embarrassée d'aborder un sujet aussi délicat. « Je sais, » répondit Miss Marple, avec un petit sourire triste. « Et pourtant, cette femme, Georgina Hartley,
possède une lettre qui mentionne mon nom. Plus troublant encore, elle connaît des détails sur cette période que très peu de gens connaissent. Elle sait que j'étais à Londres, elle connaît l'adresse de ma tante, et elle a même mentionné le nom de la sage-femme locale. Mrs. Bantry se leva et commença à faire les 100 pas, son esprit pratique cherchant des explications rationnelles. Il doit y avoir une explication logique, Jane. Peut-être une usurpation d'identité? Ou quelqu'un qui utilise ton nom pour une raison obscure? As-tu vérifié l'authenticité de cette lettre? Miss Marple sortit une copie de la lettre que Georgina lui avait laissée. J'ai examiné l'encre, le papier, l'écriture. Tout semble authentique pour l'époque. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément. Cette Margaret Hartley, la gouvernante qui prétend avoir adopté le bébé, je ne l'ai jamais rencontrée. Son nom ne m'évoque absolument rien. Miss Marple décida qu'il était temps de mener sa propre enquête. Elle se rendit à la grande maison victorienne, à la sortie du village où vivait Sir Henry Clithering, un ancien commissaire de Scotland Yard et vieil ami. Il l'accueillit chaleureusement dans sa bibliothèque lambrissée de chêne, où le parfum des livres anciens et du tabac à pipe créait une atmosphère confortable. « Miss Marple », dit-il en lui servant un verre de sherry. « Quelle surprise agréable. Mais je vois à votre expression que ce n'est pas une simple visite de courtoisie. » Il s'installa dans son fauteuil en cuir et alluma sa pipe, attendant patiemment qu'elle parle. Elle lui raconta toute l'histoire, depuis l'arrivée de Georgina Hartley jusqu'à ses propres recherches dans les archives. Sir Henry l'écouta attentivement, ses sourcils broussailleux se fronçant de plus en plus. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, tirant sur sa pipe d'un air pensif. « C'est une affaire très délicate, dit-il finalement. Si je comprends bien, vous êtes certaine de ne jamais avoir eu d'enfant. Donc, soit cette femme est une imposteur, cherchant à obtenir quelque chose de vous, soit quelqu'un a utilisé votre nom il y a 40 ans dans une affaire d'adoption illégale ou irrégulière. » Miss Marple acquiesça. « C'est exactement ma conclusion. Mais pourquoi utiliser mon nom? J'étais une jeune femme ordinaire, sans fortune particulière, ni position sociale élevée. Cela n'aurait apporté aucun avantage à personne. » Elle marqua une pause. « À moins que, l'encouragea Sir Henry, se penchant en avant avec intérêt. Il connaissait cette expression chez Miss Marple. C'était celle qu'elle arborait quand une pièce du puzzle commençait à trouver sa place. À moins que quelqu'un n'ait voulu me compromettre ou utiliser mon nom comme couverture pour une autre raison. Henry, pendant mon séjour à Londres, en 1885, il s'est passé quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. » Elle posa son verre de sherry, ses mains légèrement tremblantes. Sir Henry attendit patiemment, sachant qu'il ne fallait pas précipiter Miss Marple. Elle prendrait son temps pour raconter ce qui était manifestement un souvenir difficile. Le feu crépitait dans la cheminée, et dehors, la pluie commençait à tomber, tambourinant doucement contre les fenêtres. « Ma tante Martha, » commença Miss Marple d'une voix douce, « n'était pas vraiment malade. Enfin pas physiquement. Elle souffrait d'un terrible chagrin. Son fils unique, mon cousin Raymond, avait disparu 2 ans auparavant, dans des circonstances mystérieuses. La police avait abandonné les recherches, le présumant mort. » Sir Henry hocha la tête, avec sympathie, comprenant maintenant pourquoi Miss Marple avait gardé cette histoire pour elle pendant si longtemps. « Et vous êtes allé l'aider à chercher des réponses? » « Oui, » confirma Miss Marple. Raymond était un jeune homme brillant, mais troublé. Il fréquentait une société secrète, l'Ordre de l'Aube dorée, un groupe d'occultistes et de mystiques. Avant sa disparition, il avait mentionné à sa mère qu'il avait découvert quelque chose de terrible au sujet de l'Ordre, quelque chose qui pourrait détruire plusieurs familles respectables de Londres. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie qui tombait maintenant plus fort. « Pendant mon séjour à Londres, j'ai discrètement enquêté sur l'Ordre de l'Aube dorée. J'ai découvert qu'ils organisaient bien plus que de simples séances de spiritisme. Ils servaient lors de couverture à un réseau d'adoption illégale. » Sir Henry se redressa brusquement dans son fauteuil. « Adoption illégale. Vous voulez dire qu'ils vendaient des bébés ?» Son ton était choqué, mais pas vraiment surpris.
Dans sa longue carrière à Scotland Yard, il avait vu les pires côtés de la nature humaine. Précisément, répondit Miss Marple, en se retournant. Des jeunes femmes en difficulté leur confiaient leurs bébés, croyant qu'ils seraient placés dans de bonnes familles. Mais l'ordre utilisait ces adoptions pour créer des liens de dépendance et de chantage avec des familles riches et respectables, un réseau d'influence et de contrôle. Elle retourna s'asseoir, son visage pâle, mais déterminé. J'ai compilé des preuves et j'étais sur le point de les remettre à la police quand j'ai reçu un avertissement. On m'a clairement fait comprendre que si je parlais, non seulement ma propre réputation serait détruite, mais celle de ma famille entière. Ils possédaient des documents compromettants sur mon père et plusieurs de mes oncles. Sir Henry siffla doucement. Du chantage. Et vous avez reculé pour protéger votre famille. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Il connaissait l'importance que Miss Marple accordait à l'honneur familial, même si cela signifiait sacrifier la justice. J'ai eu honte de ma lâcheté pendant des années, admit Miss Marple, mais j'étais jeune, effrayé, et je n'avais personne vers qui me tourner. L'ordre était puissant, infiltré dans la police et le gouvernement. Qui m'aurait cru? Elle marqua une pause. Maintenant, je me demande si Georgina Hartley n'est pas l'un de ses bébés, et si quelqu'un n'a pas utilisé mon nom dans les registres comme une sorte de vengeance ou de moquerie. Les jours suivants, Miss Marple et Sir Henry menèrent une enquête discrète mais méthodique. Sir Henry utilisa ses anciens contacts à Scotland Yard pour rechercher des informations sur Margaret Hartley et l'ordre de l'Aube dorée. Miss Marple, quant à elle, invita Georgina Hartley à prendre le thé plusieurs fois, l'interrogeant doucement sur son enfance et sa famille adoptive. Georgina se révéla être une femme intelligente et sensible qui avait travaillé comme gouvernante pendant la majeure partie de sa vie adulte. Elle n'avait jamais été mariée et n'avait pas d'enfant. Son récit de vie était touchant. Une enfance aimée, mais marquée par le sentiment persistant qu'elle ne connaissait pas toute la vérité sur ses origines. Ma mère adoptive était une femme bonne, mais secrète, raconta Georgina lors d'une de ses visites. Elle m'aimait, j'en suis certaine, mais il y avait toujours une tristesse dans ses yeux quand je posais des questions sur mon adoption. Elle me disait simplement que j'étais un cadeau du ciel et qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Miss Marple observait attentivement le visage de Georgina pendant qu'elle parlait. Elle cherchait des signes de tromperie ou de calcul, mais ne trouvait qu'une sincérité troublante. Cette femme croyait vraiment ce qu'elle disait. La question était de savoir si sa mère adoptive lui avait dit la vérité ou l'avait induite en erreur. « Parlez-moi de la lettre » demanda Miss Marple. « Quand exactement votre mère vous l'a-t-elle donnée » Georgina sortit à nouveau l'enveloppe précieuse. C'était 2 jours avant sa mort, en avril dernier. Elle était très faible, à peine capable de parler. Elle m'a fait promettre de ne l'ouvrir qu'après son enterrement. Miss Marple prit la lettre et l'examina une fois de plus, cette fois avec une loupe. Quelque chose avait attiré son attention lors de sa première lecture, un détail qu'elle n'avait pas pu identifier sur le moment. Maintenant, sous la lumière directe du soleil, elle le voyait clairement, un filigrane dans le papier. Le filigrane représentait un symbole particulier, une étoile à 6 branches, entourée de lettres hébraïques. Miss Marple reconnut immédiatement ce symbole. C'était l'emblème de l'ordre de l'Aube dorée. Son cœur se serra. Cela confirmait son hypothèse la plus sombre. Georgina était bien liée à l'ordre, et son nom avait effectivement été utilisé dans cette affaire d'adoption illégale. « Georgina, dit-elle doucement, rendant la lettre, je crois que votre mère adoptive vous a dit la vérité. Du moins, la vérité telle qu'elle la connaissait. Mais je dois vous informer que je n'ai jamais eu d'enfant. Quelqu'un a utilisé mon nom frauduleusement. Je pense que votre mère adoptive a elle-même été trompée sur mes prétendues intentions. » Sir Henry revint de Londres avec des informations troublantes. Il avait découvert que Margaret Hartley avait effectivement été employée comme gouvernante dans une maison de Belgravia en 1885, la maison d'un certain Lord Ambrose Thornbury, qui était, sans surprise, un membre éminent de l'ordre de l'Aube dorée. Lord Thornbury est décédé en 1910, expliqua Sir Henry, étalant des documents sur la table de Miss Marple.
Mais ces archives privées ont été léguées à la Bibliothèque nationale. J'ai obtenu la permission de les consulter, et j'ai trouvé ceci. Il poussa vers elle un livre de contes relié en cuir. Miss Marple ouvrit le livre avec précaution. C'était un registre méticuleux de toutes les adoptions arrangées par l'ordre entre 1880 et 1905. Elle parcourut les pages avec un sentiment croissant d'horreur. Des dizaines, peut-être des centaines d'enfants avaient été placés de cette manière. Et là, à la date du 15 juillet 1885, elle trouva une entrée qui lui glaça le sang. Enfant numéro 247, mère biologique, inconnue. Mère légale déclarée, Jane Marple, de St. Mary Mead. Adoptante, Margaret Hartley, gouvernante. Paiement, 50 livres. Miss Marple referma le livre d'un coup sec, ses mains tremblantes de colère et d'indignation. « Ils ont utilisé mon nom », dit-elle d'une voix étranglée, pour donner une apparence de respectabilité à cette transaction. Une jeune femme célibataire de bonne famille de province, prétendument incapable de garder son enfant. C'était le scénario parfait pour couvrir l'origine réelle du bébé. Sir Henry hocha gravement la tête, et Margaret Hartley a cru acheter légalement un enfant dont vous étiez la mère biologique. Elle a payé une somme considérable pour une gouvernante, probablement toutes ses économies. Elle a été autant une victime que vous dans cette affaire. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où les premières chrysanthèmes de l'automne commençaient à fleurir. Il nous reste à découvrir qui était la véritable mère biologique de Georgina et pourquoi l'ordre a choisi mon nom spécifiquement. J'ai peut-être une piste, dit Sir Henry, en sortant une autre feuille de papier. Dans les archives, j'ai trouvé une note manuscrite attachée à l'entrée concernant Georgina. Elle dit « Affaire délicate, mère décédée en couche, père demande anonymat absolu. Utilisez le nom Marple comme convenu. A.T. » Les initiales correspondaient à Ambrose Thornbury. Miss Marple se retourna brusquement. Comme convenu, cela suggère qu'ils avaient l'intention d'utiliser mon nom depuis le début. Mais pourquoi? J'avais cessé mes investigations sur l'ordre plusieurs mois avant juillet 1885, à moins que... Une pensée terrible lui traversa l'esprit, à moins qu'il n'ait prévu de l'utiliser contre moi plus tard. Si j'avais parlé, Miss Marple convoqua une réunion dans son salon. Étaient présents Sir Henry, Georgina Hartley, et à la surprise de tous, un vieil homme fragile, que Sir Henry avait fait venir de Londres, Mr. Edmund Fairfax, l'ancien secrétaire de Lord Thornbury et l'un des derniers membres survivants de l'ordre de l'Aube dorée. M. Fairfax, maintenant âgé de 90 ans, était voûté par l'âge, mais son esprit restait vif. Il s'assit avec difficulté dans le fauteuil que Miss Marple lui offrit et regarda autour de lui avec des yeux chassieux, mais intelligents. « Miss Marple, dit-il d'une voix chevrotante, je me demandais si ce jour viendrait avant ma mort. » Miss Marple lui servit une tasse de thé et attendit patiemment qu'il rassemble ses pensées. Georgina était assise rigidement sur le canapé, son visage pâle d'anxiété. Sir Henry se tenait près de la cheminée, prêt à intervenir si nécessaire. « Je vais vous raconter l'histoire complète, » commença M. Fairfax, après avoir bu une gorgée de thé. En 1885, Lord Thornbury avait une liaison secrète avec une jeune actrice française nommée Célestine Dubois. Elle s'est tombée enceinte, et Lord Thornbury ne pouvait évidemment pas reconnaître l'enfant sans causer un énorme scandale. Il marqua une pause, ses yeux se posant sur Georgina avec une expression indéchiffrable. Célestine était morte en donnant naissance à une petite fille. Lord Thornbury était dévasté, mais il ne pouvait pas garder l'enfant. C'est alors qu'il a eu l'idée d'utiliser l'ordre pour arranger une adoption discrète. « Mais pourquoi utiliser mon nom ?» demanda Miss Marple, sa voix calme mais ferme. M. Fairfax la regarda directement. « Parce que vous étiez une menace, Miss Marple. Lord Thornbury savait que vous aviez enquêté sur l'ordre. Il voulait avoir un moyen de vous contrôler si jamais vous décidiez de parler. En d'autres termes, intervint Sir Henry d'un ton dur, c'était du chantage préventif. Si Miss Marple avait exposé les activités de l'ordre, ils auraient révélé qu'elle avait prétendument abandonné un enfant illégitime
détruisant ainsi sa réputation et sa crédibilité. M. Fairfax hocha tristement la tête. C'était cruel et injuste, je le sais maintenant. À l'époque, j'étais jeune et ambitieux, et je suivais les ordres de Lord Thornbury sans poser de questions. Mais j'ai porté ce poids sur ma conscience pendant toutes ces années. Georgina Hartley était en larmes, submergée par l'émotion de découvrir la vérité sur ses origines. Alors, je suis la fille d'un lord et d'une actrice française. Ma mère est morte en me donnant naissance. Sa voix était brisée par les sanglots. Miss Marple s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « Votre mère adoptive vous a aimé, Georgina. Cela au moins était réel. Elle a donné toutes ses économies pour vous offrir une vie meilleure, croyant agir pour le bien. » Elle marqua une pause. Quant à votre père biologique, Lord Thornbury, il était manifestement un homme sans scrupules. M. Fairfax sortit une enveloppe jaunie de sa poche. Lord Thornbury a laissé des instructions dans son testament. Si sa fille adoptive était jamais retrouvée et que la vérité était révélée, elle devait recevoir une partie de sa succession. Il ressentait de la culpabilité, je crois, même s'il n'a jamais eu le courage de faire les choses correctement de son vivant. Sir Henry prit l'enveloppe et l'examina. Il semble que Lord Thornbury ait mis de côté une somme considérable en fiducie. Avec les intérêts accumulés pendant toutes ces années, cela représente maintenant une fortune respectable. Il regarda Georgina avec un sourire encourageant. « Vous ne serez plus jamais obligée de travailler comme gouvernante, si vous le souhaitez. » Georgina sécha ses larmes et regarda Miss Marple avec gratitude. « Mais qu'en est-il de vous? Mon apparition a dû rouvrir de vieilles blessures et raviver de mauvais souvenirs. Je suis tellement désolé d'avoir cru que vous étiez vraiment ma mère. » Miss Marple sourit doucement. « Ma chère enfant, vous n'avez rien fait de mal. Vous cherchiez simplement la vérité sur vos origines, comme tout être humain en a le droit. Et d'une certaine manière, cette affaire m'a permis de faire la paix avec mon propre passé. » M. Fairfax toussa doucement. « Il y a encore une chose que vous devez savoir. Lord Thornbury a laissé des lettres que Célestine lui avait écrites. Des lettres d'amour, des poèmes, des descriptions de ses espoirs pour leur enfant à naître. Je les ai conservées toutes ces années, espérant qu'un jour, elles pourraient être remises à leur destinataire légitime. » Il sortit une petite boîte en bois de son manteau et la tendit à Georgina avec des mains tremblantes. « Votre mère biologique vous aimait déjà, même si elle ne vous a jamais connu. Ces lettres en sont la preuve. » Georgina prit la boîte, comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Sir Henry se racla la gorge. « Il reste une question légale à résoudre. Miss Marple, votre nom apparaît toujours dans les registres officiels, comme la mère légale de Georgina. Nous devrons rectifier cela pour éviter toute complication future. » Miss Marple acquiesça. « Naturellement, la vérité doit être établie correctement, même si cela prend du temps. » Les semaines qui suivirent furent remplies de démarches légales et de découvertes émouvantes. Georgina lisait et relisait les lettres de sa mère biologique, découvrant une femme talentueuse, passionnée et aimante, qui avait rêvé d'une vie meilleure pour son enfant à naître. Les poèmes de Célestine révélaient une âme sensible et artistique. Miss Marple et Georgina développèrent une amitié inattendue. Bien qu'elles ne soient là pas liées par le sang, elles partageaient maintenant une histoire commune et une compréhension mutuelle des injustices du passé. Georgina venait souvent prendre le thé à Denmead Cottage, et les deux femmes passaient des heures à parler de tout et de rien. « J'ai décidé, » annonça Georgina un après-midi ensoleillé d'octobre, « d'utiliser une partie de mon héritage pour créer un refuge pour les jeunes femmes en difficulté, un endroit où elles pourraient garder leur bébé si elles le souhaitent, ou les faire adopter légalement et éthiquement, quelque chose qui aurait aidé ma mère biologique. » Miss Marple posa sa tasse de thé et sourit chaleureusement. « C'est une idée merveilleuse, Georgina. Votre mère serait fière de vous. Et votre mère adoptive aussi, j'en suis certaine. » Elle réfléchit un moment. « Puis-je suggérer que vous l'appeliez la Maison Célestine, en l'honneur de votre mère ?» Georgina eut les larmes aux yeux. « C'est parfait, et j'aimerais que vous fassiez partie du conseil d'administration, si vous acceptez. Votre sagesse
et votre expérience serait inestimable. Miss Marple accepta avec plaisir, voyant là une opportunité de transformer une vieille injustice en quelque chose de positif. Menace Tom, Mr. Fairfax, dont la conscience était enfin apaisée, fit un don généreux à la future maison Célestine, avant de s'éteindre paisiblement dans son sommeil. Quelques semaines plus tard, Sir Henry assura que toutes les preuves de la fraude de l'ordre concernant Miss Marple soient officiellement détruites ou rectifiées. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement dans le jardin de Dunmead Cottage, Miss Marple et Georgina étaient assises près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur St. Mary Mead. « Vous savez, » dit Georgina doucement, « même si nous ne sommes pas mère et fille, j'aimerais vous considérer comme une sorte de famille. » Miss Marple lui tapota affectueusement la main. « Ma chère Georgina, la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question d'amour, de respect et de liens forgés à travers les épreuves partagées. En ce sens, je serais honoré de vous considérer comme une nièce, ou même une fille du cœur. » Les deux femmes restèrent assises, en silence, confortables, regardant la nuit tomber sur le village endormi. Miss Marple pensait à son cousin Raymond, disparu depuis si longtemps, et se demandait s'il aurait approuvé la façon dont elle avait finalement obtenu justice, même 40 ans après. Elle aimait penser que oui. La maison Célestine ouvrit ses portes au printemps suivant, dans une belle demeure victorienne à la périphérie de Londres. Georgina en devint la directrice, apportant à cette tâche toute la compassion et la sagesse qu'elle avait acquises au cours de sa propre vie difficile. Des dizaines de jeunes femmes y trouvèrent refuge, soutien et espoir. Miss Marple visitait régulièrement la maison, offrant des conseils et un soutien moral. Elle trouvait une satisfaction profonde dans ce travail, sachant que quelque chose de bon était né des cendres d'une vieille injustice. L'ordre de l'Aube dorée était depuis longtemps dissous, mais ses victimes trouvaient enfin réparation. À St. Mary Mead, l'histoire de la gouvernante qui croyait être la fille de Miss Marple devint une légende locale, racontée et embellie au fil des ans. Mais seuls quelques privilégiés connaissaient la vérité complète, une histoire de tromperie, de courage et de rédemption qui traversait les décennies. Par les soirées fraîches d'automne, quand le vent faisait gémir les vieilles maisons du village, on pouvait voir deux silhouettes assises près de la fenêtre de Dunmead Cottage, buvant du thé et parlant tranquillement. Une vieille dame, aux cheveux blancs, et une femme d'âge mûr, unies non par le sang, mais par quelque chose de tout aussi fort, la compréhension, le pardon et l'amour. Et ainsi se termine notre histoire. Que vous l'ayez écoutée depuis Paris ou Montréal, depuis Lyon ou Bruxelles, depuis votre lit douillet ou votre fauteuil préféré, j'espère qu'elle vous aura accompagné dans un voyage apaisant à travers le temps et les mystères de St. Mary Mead. Puisse Miss Marple vous rappeler que la vérité finit toujours par émerger, même après 40 ans, et que les injustices du passé peuvent être transformées en espoir pour l'avenir. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez le sommeil vous emporter doucement. Bonne nuit, chers auditeurs, où que vous soyez.